J'ai demandé donc à Grok de me faire un état des lieux du système de retraite français, en lui demandant de me faire une analyse, et puis ensuite je lui ai demandé du coup de me faire une analyse rapide de nos voisins européens et de ce qui se passe dans les systèmes de retraite pour les pays anglo-saxons, et à partir de là, je lui ai demandé tout simplement de me donner son avis et sa projection sur les 40 prochaines années, et vous allez voir, eh ben, c'est pas folichon, en tout cas si on persiste et signe comme on le fait actuellement, et en plus je sais pas si vous avez suivi les débats, mais au Parlement, ils ont voté donc du coup pour la suspension de la réforme des retraites donc, qui a été votée il y a 2 ans. Donc à savoir le report de l'âge légal de départ à la retraite donc à 64 ans. Et donc actuellement donc, ça va être gelé aux alentours des 62 ans et 9 mois. Donc voilà, donc pour réforme suspendue, et on va voir ensemble ce que pense Grok du système français. Alors, selon lui, donc le système français reste l'un des plus généreux et complexes au monde. Alors, complexité, ça, bien évidemment, je veux bien le croire. Généreux, oui, parce que le système social français est malgré tout très redistributif. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous coûte aussi cher, voire même trop cher, selon moi. Mais il est aussi l'un des plus vulnérables aux défis démographiques et économiques. Bien évidemment, vous le savez, on fait de moins en moins d'enfants en France, donc le taux de natalité est en chute libre, et forcément le contexte économique en France, mais aussi de manière globale en Europe, ne nous incite pas pour le moment à être optimiste quant à la viabilité de ce système par répartition. Donc aujourd'hui, il repose essentiellement sur la répartition, donc vous savez que les cotisations des actifs financent les pensions actuelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je cotise du coup pour celles et ceux qui sont déjà à la retraite. Alors encore moi, mon cas, il est encore assez particulier parce que je bénéficie déjà d'une pension de retraite militaire dans mes revenus, hein, donc à environ 1000 euros que je perçois tous les mois. Et qui c'est qui paye ces 1000 euros? Bah, ce sont celles et ceux qui sont actuellement en poste dans l'armée, dans la gendarmerie, etc. 42 régimes donc au total, donc le général, le public, les spéciaux, SNCF et RATP. D'ailleurs, c'est toujours les premiers à râler hein, dès lors qu'on met en place une réforme. L'âge légal aujourd'hui, donc progression suspendue temporairement hein, sur la loi de 2025. Donc aujourd'hui, le système il est aux alentours de 62 ans et 9 mois. Donc ça, c'est la date, c'est la durée, enfin l'âge en tout cas de départ légal à la retraite. Et il devait donc progressivement monter à 64 ans. Mais ça a été, comme je l'ai dit, suspendu. La durée pour les pensions pleines sont de cotiser 171 à 172 trimestres. Le taux de remplacement, il est élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'en fait, vous avez aujourd'hui, grosso modo, en moyenne, 60 à 75% du salaire, contre une moyenne de l'OCDE qui est aux alentours de 50 à 60%, ce qui signifie que, grosso modo, ce système aujourd'hui est bien plus généreux que la moyenne des pays développés qui composent l'OCDE. La pension moyenne en France est d'environ 1660 euros brut par mois, ce qui représente 1540 euros net, donc ça c'est la pension moyenne. Fin 2023, début 2025. Donc la protection est forte selon lui, parce que le taux de pauvreté finalement des seniors, il est évalué à 9%, contre 14% dans les pays de l'OCDE. Donc système qui protège davantage les seniors, malgré ce qu'on peut en penser. Et le coût total donc, des dépenses se trouve à un niveau de 13 voire 14% actuellement du PIB, ce qui est le niveau, un des niveaux les plus élevés d'Europe. Donc ici vous avez des graphiques hein, qui représentent aujourd'hui la proportion des dépenses publiques et privées de retraite en pourcentage du PIB en 2019. Hein, vous voyez qu'il n'y a que l'Italie finalement qui dépense davantage, hein, aux alentours de 17%. Et puis nous, on est sur le peloton tête, on est deuxième, hein, d'accord, suivi donc l'Espagne, la Belgique, etc. Et donc l'un des pays, par exemple, si on veut comparer, qui dépense le moins pour sa retraite, bah, notamment le Canada et le Pays-Bas dans ce graphique. Si vous regardez un petit peu le niveau de vie des seniors rapporté à celui de l'ensemble de la population en 2018, vous voyez que la France fait partie des pays pour lesquels les seniors ont un des niveaux de vie les plus élevés des pays développés hein, qui sont dans ce graphique. La situation économique, vous le savez, la dette publique française est de 115,6% du PIB, donc ça c'était les chiffres de la dette au deuxième trimestre 2025. D'ailleurs, si vous allez sur internet, vous tapez horloge de la dette publique française, vous voyez cette horloge, moi à chaque fois, elle me fait flipper quand je la regarde. Ça, actuellement, c'est le niveau de la dette publique en France, et vous voyez que chaque seconde qui passe, cette dette augmente de plusieurs milliers d'euros. C'est affolant quand on voit ça.
Ça représente, ouais, donc les chiffres 116% du PIB, et on est actuellement une dette publique par habitant qui s'élève donc à 50 334 euros par tête. Donc ça veut dire que sur les 68 millions de Français, vous faites votre calcul, on est tous endettés à hauteur de 50 334 euros. Et la charge de la dette représente aujourd'hui 64 milliards d'euros, et vous voyez qu'elle augmente, pareil, c'est affolant de voir ça. Bah, bref, moi ça me met le tournis quand je vois ça. Donc voilà, ça représente aujourd'hui 116% du PIB. La croissance en France depuis de nombreuses années maintenant est faible, on a à peine 1 ou 1,5% de croissance projetée, avec une productivité qui stagne et une inflation qui tourne aux alentours de 2 à 3% par an. Le déficit retraite, il est chronique malgré les réformes, hein, on sait, on a eu plusieurs réformes, 2003, il me semble 2008, etc., etc. Et à chaque fois, bah, ces réformes malheureusement ne permettent pas tout simplement d'équilibrer le système. Pourquoi? Parce que nous avions actuellement, nous connaissons un vieillissement accéléré de la population française, hein. Les plus de 65 ans passeront donc de 20 à 30% de la population d'ici 2060 à 2070. Et enfin, on a un ratio donc actif sur retraité donc, qui est de 1,7 actuellement, et qui devrait passer donc aux alentours de 2060 à 2070 selon les projections à 1,2 voire 1,3, sachant que le système, quand il a été mis en place, donc maintenant il y a plus de 50 ans, on était à plus de 4 actifs pour un retraité. Voilà. La natalité baisse, vous le savez, on fait de moins en moins d'enfants en France, 1,8 enfants par femme. L'immigration est insuffisante pour compenser finalement cette natalité en baisse. Et on connaît également des inégalités, qu'elles soient notamment hommes-femmes, parce que aujourd'hui, en moyenne, les pensions des femmes représentent 25 à 38% de moins que les pensions pour les hommes. Alors, bien évidemment, cette inégalité tend à disparaître. Aujourd'hui, ceux qui sont à la retraite ont connu, étaient actifs il y a encore 10, 20 ans. Et donc, forcément, à l'époque, il y avait encore cette inégalité qui était encore plus marquée. Donc, elle a tendance quand même à disparaître. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur les pensions redistribuées pour les hommes et les femmes, les pensions pour les femmes, aujourd'hui, sont généralement moins importantes. Précarité également pour les bas salaires, et puis si vous regardez bien évidemment ces fameux graphiques qui nous permettent de voir, vous savez, c'est celle qu'on étudie quand on était à l'école, cette fameuse graphique qui représente la démographie et la natalité en France, et la répartition de la population par âge. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, vous voyez, par exemple, la part notamment des 40-60 ans, sont la partie la plus importante de la population par rapport aux autres, notamment chez les jeunes, hein, entre les 0 et les 30 ans, donc qui sont aujourd'hui inférieurs. Ça, c'était les chiffres en 2007. Et vous voyez que en 2060, donc c'est la courbe rouge par exemple, vous voyez qu'ici, cette courbe a tendance à s'élargir donc à partir de 60 ans, si on compare par exemple aux données de 2007. Donc la population effectivement va énormément vieillir, et donc on a effectivement une base, donc la natalité, hein, où on voit que nos jeunes sont de moins en moins nombreux en comparaison de nos anciens, et c'est pareil également sur celui-ci. Qu'est-ce qui est compliqué au niveau social, bien évidemment en France, c'est qu'à partir du moment où on met en place des réformes, c'est compliqué, il y a beaucoup de résistance, et on a des grèves massives. Là, par exemple, vous avez des photos d'illustration de 2023. Sans action, finalement, les dépenses pourraient rester élevées, forçant soit la hausse des impôts, ou éventuellement des coupes. C'est ce qui nous attend, malheureusement, si on continue sur cette trajectoire. Alors, on va comparer ça avec d'autres modèles de pays européens et anglo-saxons, pour voir un petit peu comment font nos voisins pour mettre en place un système de retraite qui soit peut-être plus intéressants, sur lesquels nous pouvons, en France en tout cas, éventuellement nous en inspirer si elles fonctionnent. Aujourd'hui, la France privilégie la générosité et la répartition pure, contrairement à ses voisins qui diversifient et automatisent. Si on regarde un petit peu ce qui se fait dans les pays, notamment en Europe continentale, par exemple l'Allemagne, donc déjà l'âge de départ légal, il est beaucoup plus élevé. On a un âge de départ à 67 ans, donc aujourd'hui, contre 62 ans et 9 mois en France. Le taux de remplacement est de 48%, on a un mix finalement entre le système de par répartition et le système par capitalisation. Et enfin, on voit que l'Allemagne, du fait que justement elle a mis en place le système par capitalisation, elle dépense moins pour le système de retraite en comparaison par rapport à la production de richesse qui est produite dans le pays, donc environ 10%, alors que nous on est aux alentours de... on avait dit, hop, si je dis pas de bêtises, on était nous, hop, alors... On va retrouver les chiffres. Hein.
Nous, on a 13-14%. Vous voyez, donc eux dépensent 3-4% de PIB en moins. Donc ça, c'est pour l'Allemagne. Les Pays-Bas, donc modèle qui est souvent cité comme étant un exemple, l'âge de départ, il est aux alentours de 67 ans. Le taux de remplacement, par contre, il est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne, et même plus élevé finalement qu'en France, 70 à 80%. Par contre, derrière, il y a la capitalisation qui est obligatoire. D'accord ? Les dépenses qui représentent environ 7% du PIB. Pourquoi ? Parce qu'on a une capitalisation qui permet justement de capitaliser davantage via des fonds d'investissement, et c'est ce qui permet une création de richesse finalement au sein même du système de retraite hollandais, et qui permet justement à l'État de dépenser moins en comparaison. La Suède, on a quoi ? On a des comptes notionnels, donc qui sont indexés sur l'économie, on le verra, hein. En fait, le modèle suédois, c'est un modèle qui repose... Alors là, je l'ai retrouvé quelques données. Donc c'est un modèle qui repose finalement sur un régime complémentaire par capitalisation et un système par répartition en compte notionnel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, chaque assuré dispose d'un compte où il accumule des droits en cotisant. Le montant de sa pension dépend des droits accumulés, de son âge de départ, de l'espérance de vie de sa génération, et enfin de la conjoncture économique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système finalement qui s'adapte, qui s'ajuste en fonction de deux critères, à savoir l'espérance de vie qui évolue forcément pour le moment à la hausse, et la conjoncture économique. Donc voilà, système qui est un peu hybride concernant le système suédois. Hop. Donc là, on a un âge flexible entre 60 et 63 et 69 ans, et enfin, système qui s'ajuste. Voilà. Ça évite, selon lui, en tout cas selon Grok, des crises politiques en fonction des réformes qui ont été menées dans les années de mémoire 90. L'Italie, l'Espagne, donc voilà, qui nous ressemble un peu plus finalement sur le principe de répartition. L'âge de départ, il est de 67 à 68 ans. Et enfin, il y a plus de privé qui est introduit finalement dans le système. Concernant les pays d'Europe du Nord et de l'Est, donc Danemark, Finlande, donc l'âge de départ 68-70 ans, donc beaucoup plus tard finalement que nous. Forte capitalisation plus incitation fiscale. Donc là, clairement, on met en place un système beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus orienté capitalisation au niveau des retraites, et voire, je pense, des incitations fiscales, peut-être un système un peu comme un PER ou un 401 comme on a aux États-Unis, qui permet aux gens de préparer leur retraite via le système par capitalisation des fonds d'investissement. La Pologne, c'est un mix, donc système de répartition, système par capitalisation, le taux de remplacement est plus bas, donc 50%, et enfin, pour le moment, la Pologne connaît une démographie qui est plus favorable. Donc concrètement, pour l'instant, la démographie joue, en tout cas, en faveur de permettre, en tout cas, au système de retraite polonais de fonctionner. Concernant les pays anglo-saxons, on a quoi ? On a le Royaume-Uni, donc l'âge de départ est de 66 ans, mais qui va tendre apparemment vers 68 ans. La pension d'État est faible, environ 25-30%, donc concrètement, le système de répartition de cotisation est faible, parce que derrière, on a un système donc privé qui mise via des cotisations obligatoires, donc pareil, système par capitalisation. Et enfin, finalement, ça permet de diminuer la pression sur finalement l'État via cette pension d'État qui est plutôt faible, et on mise plutôt finalement sur les cotisations des entreprises et des salariés via système par capitalisation. Les USA, âge 67 ans, donc là concrètement pareil, hein, le Social Security, donc qui représente 40%, donc finalement très faible, et derrière il est complété par un 401K qui est donc volontaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme un plan épargne retraite que vous mettez en place au moment où vous commencez à bosser, et là pareil, vous investissez massivement sur des obligations et des actions, notamment américaines, d'ailleurs ce qui aussi permet également finalement au marché américain de se porter bien, et qui permet finalement aussi d'être cher en termes de valorisation. Pourquoi ? Parce que derrière vous avez un système de retraite qui pousse aussi les épargnants américains à préparer leur retraite via ce système par capitalisation. Au Canada, vous avez un mix répartition-capitalisation qui est obligatoire. En Australie, on a un système, donc une super annualisation donc, obligatoire qui représente 9,5% du salaire. L'âge de départ est de 67 ans avec un taux assez généreux, 70-80%, et l'État s'implique très peu finalement dans le système de retraite, ce qui représente environ 4% de dépenses du PIB. Donc si on résume un petit peu tout ça, la France finalement fait plus de social, ça on s'en serait douté, notamment avec le faible taux de pauvreté des seniors que chez par exemple dans les pays anglo-saxons, qui reposent plus finalement sur la responsabilité individuelle. Européens comme la Suède, l'Allemagne proposent des systèmes un peu équilibrés, qui sont peut-être un système sur lesquels on devrait s'inspirer nous en France, c'est-à-dire qu'un mix entre
finalement, répartition et capitalisation. Alors là, c'est l'avis de Grok, hein. Son avis, c'est la projection sur les 40 prochaines années, donc concrètement, moi aujourd'hui j'ai 45 ans, donc 85, hein, c'est clairement mon espérance de vie sur cette terre, et selon lui, le système reste insoutenable tel quel, sans réforme profonde. Ça c'est important. Pour lui, le système, il est insoutenable tel quel. Voilà. Donc lui, il fait pas de politique, hein, Grok, il ne fait pas, il est neutre, il se base sur des faits, d'accord? Et lui, il nous dit très clairement, le système tel quel, il ne tiendra pas. Voilà, sans réforme. Projection. Déficit cumulé important d'ici 2060-2070, bah, ça tombe mal parce qu'on est déjà actuellement en déficit en France. Hein. On dépense environ 150 milliards de plus que ce que l'on a en termes de recettes dans le budget de l'État. Donc là, déjà, on est mal barré. Les pensions réelles pouvant baisser de 20 à 30% si pas d'ajustement. 20 à 30% si pas d'ajustement. Donc vous voyez, celui qui aujourd'hui ne prépare pas sa retraite, je pense qu'il va au-devant de graves difficultés plus tard. Ça, c'est pour moi un message qui est clair. Ou alors, on augmente les cotisations, éventuellement, on met en place une hausse d'impôts, sachant que déjà, on est déjà super taxé en France, que ce soit sur le super brut ou le brut qui est prélevé directement sur votre salaire. Je vois pas comment on pourrait augmenter davantage le niveau de cotisation. Voilà. Le vieillissement amplifiera les pressions, tensions sociales, grève, inégalités, jeunes seniors, bref, migration, talent, bref, les gens qui vont partir ailleurs, ce qui est déjà actuellement le cas, hein, si vous regardez. On a des grèves de manière régulière. Actuellement, on a eu des débats, notamment sur les pensions de retraite des seniors. Quand on a parlé du budget, vous voyez, ces tensions-là, on est déjà en train de les vivre, et malheureusement, ça risque de s'accentuer si on ne fait rien. Alors, en tout cas, si les politiques ne se saisissent pas rapidement du problème. Et puis, on le voit bien, les gens qui sont aujourd'hui... qui ont aujourd'hui des qualifications, on préfère se barrer à l'extérieur, à l'étranger, pour faire valoir en tout cas une vie meilleure, avec des meilleurs salaires. Selon Grok, la vie pragmatique, c'est s'inspirer de ce qui se fait en Suède et aux Pays-Bas, donc un ajustement automatique, l'âge indexé sur l'espérance de vie, des pensions qui sont liées à la croissance, notamment pour dépoliciser le débat, ajouter de la capitalisation obligatoire, comme notamment en Royaume-Uni et en Australie, avec des fonds privés incités fiscalement. Donc actuellement, 20% des retraites privées en France contre 50 à 70% ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment une piste sur laquelle les politiques doivent militer, parce que clairement, on va droit, je pense, dans le mur. Ça, vous le savez. Scénario, donc selon Grok, pessimiste s'il n'y a pas de réforme, donc l'âge forcé 67 à 70 ans, donc les gens qui pensent qu'on va pouvoir repartir à la retraite avant 60 ans, ils peuvent, je pense qu'ils peuvent, voilà, ils peuvent brûler un cierge, à mon avis c'est pas près d'arriver, d'ici 2040, avec, vous voyez, un taux de remplacement de 50%, ça veut dire qu'on diminuerait très clairement le niveau de retraite, donc ça veut dire qu'en fait vous allez continuer à cotiser autant, finalement pour une retraite qui soit plus basse. Donc vous voyez, avec l'inflation qui continue à augmenter, enfin vous voyez où je veux en venir, ça va être véritablement la merde, si en tout cas on continue comme ça, s'il n'y a pas de réforme. Réforme imposée par le marché, alors là c'est vraiment la crise grecque, hein, c'est-à-dire la crise de la dette, où clairement le pays n'est plus en mesure de pouvoir payer ses créanciers, et là on est vraiment dans la merde. Scénario optimiste, on met en place des réformes dès 2030, ça veut dire qu'en fait, la prochaine présidentielle, là, doit s'attaquer en mettant en place un système et on parle pas d'une réformette, on parle d'une vraie réforme, avec un système hybride viable, et qui permettrait aussi également de maintenir, finalement, un niveau, enfin en tout cas un taux de pauvreté chez les seniors, qui soit aujourd'hui parmi les plus bas de l'OCDE. Donc voilà. L'Europe relève globalement l'âge de la retraite, 68 à 70 ans projetés. Les anglo-saxons prouvent l'efficacité par capitalisation pour de la croissance. Et enfin, la France traîne, c'est bizarre, hein, au prix fort, avec une volonté politique, bien évidemment, qui doit être indispensable. Donc, voilà en résumé ce qui nous attend, malheureusement, et je suis entièrement d'accord avec ce que nous dit Grok sur le sujet. On va droit dans le mur si rien ne change. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à vous prendre en main. Quand je vois un truc comme ça, je me dis qu'on a 3461 milliards d'euros de dette publique aujourd'hui. Si vous ne vous prenez pas en main, si ne vous constituez pas vous-même des leviers pour finalement dépendre de moins en moins de ce système défaillant, vous allez devant de graves difficultés dans l'avenir. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer dans cette vidéo. Donc commencez
à vous ouvrir un PEA, ouvrez-vous une assurance vie, épargnez tous les mois, faites de l'immobilier, faites de la SCPI, qu'importe, mais voilà, constituez-vous un patrimoine, sortez-vous les doigts les gars, parce que ça va être compliqué, je pense, dans les 20 prochaines années. Voilà, c'était le message de cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.